on ne peut pas dire que Michel Rocard était, disons, un enchanteur permanent. Il l'a été au début de sa carrière, il nous a fait rêver, il a effectivement, par sa pensée, largement contribué à fédérer des énergies intellectuelles et politiques qui étaient très composites. C'est à la fin de sa vie, disons à la fin de sa carrière politique, pas la fin de sa vie, c'est à la fin de sa carrière politique qu'on a perçu chez lui, et moi en particulier, puisque je l'ai souvent interrogé et interviewé, j'ai décelé très rapidement un désenchantement qui était lié précisément à la classe politique. Le jour où il a commencé, disons, à se lâcher sur le métier politique. Un jour, il me dit, il a repris par ailleurs, finalement, la politique, c'est un métier de sauvage. Et vos confrères, en me parlant à moi, s'intéressent plus aux arrière-pensées qu'à la pensée. Et là, j'ai senti chez lui quelque chose qui relevait du désenchantement. Donc c'était assez paradoxal de voir un personnage qui nous a, dans ma génération, beaucoup ébloui, sur des sujets dont on parle aujourd'hui, et qui a désenchanté celui qui en était l'auteur. Voilà, c'est ça Et la raison du titre, eh bien, précisément, c'est que cette contradiction que l'on affiche sur le livre à travers cet oxymore, ben, permet de comprendre qui est Rocard. Le 49.3 est une disposition de la Constitution, elle n'est donc pas contestable puisqu'elle a été votée en tant que telle. Ce sont les contextes politiques qui ont mis en œuvre, décidé de ces 49.3, qui sont interrogeables. Or, la réalité, c'est que entre 88 et 91, ces 3 ans où Michel Rocard était le Premier ministre de François Mitterrand, la France vivait une forme de cohabitation entre deux personnages qui ne s'entendaient pas, et surtout un contexte politique qui ressemblait déjà un peu à un crépuscule mitterrandien. Mais à la différence d'aujourd'hui, et puisque vous faites une comparaison avec Elisabeth Borne, ça n'a rien à voir. Les majorités politiques étaient extrêmement structurées. Les partis socialistes, les partis de droite, tous les partis étaient organisés de telle manière que la discipline de parti existait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les partis n'existent plus aujourd'hui. Ce sont des étiquettes. Ça n'a plus rien à voir avec des partis politiques, c'est-à-dire des militants, un brassage d'idées, une mise en commun des contributions possibles pour faire en sorte que des majorités se dégagent du même parti. Et quand les majorités se dégageaient dans les partis, après, on ne discutait plus. On votait. Maintenant, c'est plus la même chose. Donc, à l'époque, pour faire passer les lois, il n'y avait pas de majorité. Il faut se souvenir de ça. Ben, c'est grâce au consensus, à cette manière qu'avait Rocard de négocier, la fameuse méthode Rocard, qu'il a pu y arriver. Mais en même temps, il y avait un outil qui existait qui s'appelle le 49.3. Il l'a utilisé 28 fois. Mais il aurait pu l'utiliser 30 fois, ça n'aurait rien changé. Puisqu'au fond, le débat existait quand même à l'Assemblée. Voilà, donc on se crispe un peu sur ce 49.3, mais franchement, il faut les remettre dans leur contexte. Ça n'a pas duré longtemps, cette illusion possible. Il y a eu un congrès en 2014 de la Fondation Jean Jaurès où Emmanuel Macron, qui venait d'être nommé ministre de l'économie, s'est manifesté tout simplement en hommage à Michel Rocard, puisque Michel Rocard, c'était en 2016, pardon, hein, c'était en 2016, et Michel Rocard est décédé en juillet. Au mois d'octobre, la Fondation Jean Jaurès organise un colloque où Emmanuel Macron intervient.
tout simplement parce qu'il y avait des relations assez fréquentes entre Rocard et Emmanuel Macron, alors ministre des Finances. Mais la réalité politique est beaucoup plus, là aussi, subtile. Au fond, il n'y a pas grand-chose en commun entre l'héritage rocardien et Emmanuel Macron, parce que les histoires ne sont pas les mêmes. La deuxième gauche a une vraie histoire conflictuelle, pas simple du tout, mais comme dit Rocard lui-même, le malheureux Macron, comme il disait dans Le Point en quasiment 3 semaines avant sa mort, le malheureux Macron n'a pas d'histoire. Et donc, malgré le sentiment de l'actuel président d'être un héritier possible de Rocard, eh bien, l'actualité politique ne peut pas lui donner raison. Tout simplement parce que la deuxième gauche est une histoire. Et Macron ne s'inscrit pas là-dessus. Il ne s'inscrit pas là-dedans. Il s'inscrit dans quelque chose qui est une appartenance un peu nébuleuse entre un espèce de centre politique qui, lui non plus, n'existe pas, sauf à travers Bayrou, et qui pourrait ressurgir à la faveur d'un consensus qui, lui non plus, n'existe pas. Donc, c'est extrêmement compliqué. On a cru, hein, moi le premier, qu'à la première élection d'Emmanuel Macron, il y aurait pu avoir un Rocard qui surgissait, tout simplement parce que le en même temps et ainsi de suite. Mais c'est là que l'on voit que la social-démocratie, puisque c'est de cela dont il s'agit, elle a une histoire qui s'inscrit dans non pas dans les luttes des classes, mais dans la tradition ouvrière, dans quelque chose qui est vraiment très, très profond à la société. Et que toutes les questions que posait la social-démocratie dans les années 80 et 90, hein, elles ne trouvent plus d'incarnation aujourd'hui. C'est décevant d'ailleurs, vu le travail qu'a pu faire un Olof Palme par exemple en Suède, ou un Michel Rocard en France, ou d'une certaine manière Helmut Schmidt aussi en Allemagne. Il y a eu largement de quoi nourrir un idéal social-démocrate. Et pour des raisons qui sont liées au manque d'adhésion des Français, mais plus généralement des hommes et des femmes sur cette planète, à l'endroit d'une politique qui soit différente de la droite et de la gauche, il y a une désillusion précisément des électeurs à l'endroit de la politique. Et la social-démocratie en pâtit particulièrement. C'est un point essentiel, l'environnement, l'écologie chez Michel Rocard, parce que lui-même est totalement nourri par des personnages qui, à l'époque du Club de Rome, avaient réussi à penser la planète avec 50 ans d'avance. C'est beaucoup 50 ans. Mais il y a 50 ans, Rocard écrivait des textes, ou en tout cas se nourrissait d'un Ivan Illich ou de personnages aussi emblématiques que lui, d'une vision politique dans laquelle le respect de la planète et plus généralement du vivant avait une large part. Et puis il y a eu quelques années plus tard un Anglais qui s'appelle James Lovelock qui a écrit l'hypothèse Gaïa, qui a beaucoup marqué Michel Rocard et toute la mouvance écologiste qui progressivement s'installait dans le périmètre du Parti socialiste. Et là, il faut admettre que Michel Rocard avait tout compris. Les faits sont là pour le prouver. Il se trouve qu'en 89, il réunit à La Haye une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, évidemment sous l'autorité de François Mitterrand, mais pour qui la question de l'écologie n'existait pas. La gauche du programme commun, comme on l'appelait, est une gauche productiviste, c'est pas une gauche écologiste. Celle de Rocard était plus écologiste que productiviste. Et donc quand il décide de mettre en place les premiers
les premiers accords intergouvernementaux pour la protection de la planète, c'était en 1989 à La Haye. Donc vous voyez, il y a une véritable culture écologique qui s'est installée dans cette deuxième gauche, mais qui n'a pas trouvé là d'héritier pour prolonger cette ambition. Il est clair que Michel Rocard ne se retrouverait pas du tout dans la configuration de la gauche d'aujourd'hui, avec un centre de gravité qui va beaucoup plus du côté d'un souverainisme ou d'un identitarisme, disons, assez marqué par le poids des insoumis. Les résultats électoraux du Parti socialiste ces derniers temps ne peuvent pas convaincre de ce que peut représenter cette possible gauche social-démocrate. Moi je dis aujourd'hui, on me posait la question s'il fallait trouver quelqu'un qui incarne un éventuel héritier qu'il n'a pas, Michel Rocard, on le trouverait dans deux personnes qui se connaissent mais qui ne travaillent pas ensemble. C'est d'un côté Laurent Berger et puis de l'autre côté une forme de Bernard Cazeneuve. Donc si on mixte ça, ça donne un petit Rocard. Mais cette personne n'existe pas. Donc se retrouver dans la gauche social-démocrate voulue, souhaitée, presque fantasmée par les rocardiens d'alors, non, elle n'existe pas. Et c'est ça peut-être le souci premier. Et peut-être le regret que nous pouvons, moi le premier, tout savoir, c'est celle de constater que ce fameux temps long, cette espèce d'esprit critique, ces fondamentaux de la deuxième gauche qui étaient décoloniser la province, penser le travail plutôt que la retraite, toutes ces questions de fond qui sont toujours en filigrane quelque part, mais ne se coagulent pas en programme politique parce que la puissance, la force, l'importance des égos dans la politique est supérieure à l'ambition, l'intérêt général autour d'un programme. Et toute la force de Rocard, c'était le collectif, c'était la capacité, on lui reprochait d'ailleurs, on lui reprochait largement d'être parfois presque trop démocratique dans sa manière de laisser la parole, de parler, de faire monter en mayonnaise des belles idées. C'était assez extraordinaire de voir ça. Hein. Mais voilà, le temps ne se prête plus à ça. Et effectivement, il est parti à temps, j'allais dire, Michel Rocard. Le problème de la gauche aujourd'hui, c'est l'incarnation. Ça n'existe pas des grandes idées qui ne sont pas incarnées. Et surtout les 30 Glorieuses jusqu'en 80, il y avait un enchanteur, c'était Michel Rocard, et il y avait un vainqueur, on le savait déjà, c'était François Mitterrand. Et nous avons, notre génération, été balancée, presque bousculée par ces deux personnages qui ont incarné cette gauche. C'était deux gauches différentes. Il fallait choisir, c'est Mitterrand qui a gagné. Aujourd'hui, si on veut parler de qui va gagner, ça repose sur quelques milliers de militants qui participent à ça. La jeunesse d'aujourd'hui n'adhère pas au Parti socialiste, comme elle n'adhère pas d'ailleurs au Parti républicain ou des partis. C'est pas la question du PS ou de la gauche, c'est que c'est la configuration partisane de la politique qui est malade. On en terminera là-dessus, puisqu'un jour ou l'autre, ce sont des cycles, c'est le principe du chaos de Nietzsche, mais il y a un moment donné, ça réapparaîtra, l'idée qu'il faut se regrouper pour faire avancer les choses. Et là, on a quand même une occasion rêvée, c'est de constater ensemble que la planète va mal. Et quand vous me parliez d'universalisme, vous avez raison, parce que aujourd'hui la question, c'est pas la nation, c'est même pas l'Europe qui est le problème, puisque la nation et l'Europe ont déjà leur histoire.
c'est qu'est-ce qu'on fait de la planète? Qu'est-ce qu'on fait avec cet universalisme qui a tant nourri l'ancêtre du Parti socialiste, qui était la SFIO, qui était universaliste. Il y a eu l'international socialiste a existé. Et des personnages comme Brocard sont des personnages qui étaient nourris par l'idée que l'humanité est supérieure à l'addition de tous les peuples des nations. Et donc il fallait penser le monde. C'était ambitieux et surtout assez peu populaire, sauf chez les intellos, mais c'est pas assez populaire. Mais sa conviction à Rocard, et l'histoire lui donne raison aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus rien décider au niveau national. Ce qui compte, c'est la planète, c'est-à-dire le vivant sur la planète. Et au fond, revisiter aujourd'hui Michel Rocard, c'est un bain de jouvence. C'est un bain de jouvence parce que j'ai eu la chance de le connaître bien, souvent de l'interroger, de faire un livre avec lui. Mais c'est vrai que je me dis, au fond, pourquoi on est passé à côté de ce bonhomme? Il y a plein de gens à gauche qui sont formidables, mais comment a-t-on pu passer à côté de Michel Rocard et de l'avoir raté? Peut-être, pour terminer, une petite anecdote qui est intéressante, puisque je l'ai moi-même vécu quand Annie Ernaux a eu son prix Nobel de littérature. Elle a fait en même temps un petit film qui passait assez inaperçu, qui s'appelle Mes années Super 8. Et c'était son mari Annie Ernaux et elle qui avaient pris leur petite caméra Super 8 pour filmer les 30 Glorieuses. Et Annie Ernaux, avec son récit très littéraire, eh ben, c'est elle qui fait le commentaire de son film. Et à un moment, elle dit, nous, on était à gauche et on était très contents de voter François Mitterrand en 1981. Et à un moment, on s'est mis à douter 2 ans plus tard, en 1983. C'est-à-dire à l'heure où Delors avait dit à Mitterrand, on ne peut pas continuer comme ça, c'est la rigueur, il faut freiner les dépenses publiques. Et donc le fameux changer la vie, affiché partout, et qui nous a mobilisés, s'est retrouvé caduc. On retrouvait quelque chose de, j'allais dire, pas de banal, mais quelque chose qui ne répondait pas aux souhaits idéalistes de ceux qui avaient voté pour la gauche. Et dans son commentaire, Annie Ernaux dit « On s'est peut-être trompé, c'était peut-être Michel Rocard, le vrai bagarreur. C'était lui peut-être qu'il fallait suivre, parce qu'il était fondamentalement, profondément moderne. »